Nous allons passer maintenant au débat. Donc, je donne la parole d'abord à Madame Federica Morellini, qui est députée de la Camera dei Deputati de l'Italie. Oui, merci. Je vais essayer de rester dans les 3 minutes. Parlerò italiano più che altro per dovere di ospitalità, credo che sia importante. Innanzitutto vorrei fare un'osservazione che Ambrasseur, alla quale accennava. Credo che come europei, soprattutto alcuni paesi dell'Unione Europea, dell'Europa, abbiamo una responsabilità particolare rispetto alla sponda sud del Mediterraneo. Innanzitutto per un passato in alcuni casi coloniale rispetto ad alcuni dei paesi della sponda sud, ma più recentemente, forse anche drammaticamente, per aver capito molto poco e molto tardi quello che stava succedendo ed aver sostenuto colpevolmente molto tardi, anche se spero non troppo poco, l'ondata di primavera che veniva in Tunisia soprattutto, ma nel resto dei paesi del Nord Africa. E c'è stato, credo che sia giusto dirlo, in quanto parlamentare di un paese europeo, credo che ci sia stata per troppi anni in passato una complicità con i regimi, in particolare quello tunisino, ma penso a quello della Libia ovviamente, anche giustificato in qualche modo, accettato anche dalle opinioni pubbliche dei nostri paesi, con molta superficialità, con molta disattenzione, in cambio di una cosiddetta stabilità politica, in cambio spesso di politiche migratorie controllate e in cambio anche di interessi relativi alle risorse energetiche, evidentemente. Quindi penso che la prima cosa che dovremmo fare oggi da europei è ascoltare molto modestamente ed evitare qualsiasi tentazione di misurare gli esercizi democratici che si stanno svolgendo in Tunisia in questi giorni, ma presto anche negli altri paesi, con alcuna tentazione di paternalismo. E poi ho due domande. La prima è come da adesso in poi le donne potranno provare a giocare un ruolo nel riprendersi la voce che forse queste elezioni non hanno giustamente rappresentato. Si diceva prima forse fuori dalle istituzioni, forse fuori dalla Costituente, ma forse anche all'interno delle istituzioni quali potranno essere gli strumenti formali e sostanziali che si potranno mettere in luogo per fare in modo che la partecipazione femminile da adesso in poi sia effettiva e non soltanto formale, ma anche chiaramente riconosciuta come formale. La seconda domanda è più puntuale. Quale ruolo potranno avere, se potranno averne una, le donne di Ennahda, le elette alla Costituente di Ennahda in particolare, perché mi sembra di capire che il maggior numero di elette sia il loro, se potranno avere un margine diciamo così, di rappresentatività femminile o piuttosto invece voi non vedete questa possibilità. E poi volevo fare una piccola precisazione sulle file separate per votare. Anche in Italia in realtà facciamo file separate tra uomini e donne perché il controllo dei documenti è diviso per sesso. Da una parte c'è il controllo dei documenti maschili, dall'altra c'è il controllo dei documenti femminili, ed è vero che spesso in realtà in Italia la cosa avvantaggia gli uomini perché in genere spesso sono più le donne a votare, semplicemente perché sono di più le donne italiane che non gli uomini. Merci pour votre dernière remarque. Je donne maintenant la parole à Madame Viersinga Ange des Pays-Bas. I will be brief. I just want to make a remark on Mrs. Brazzeur's remark that the women had separate lines from the men. And I would suggest that it has also an advantage. And I would like to have the meaning of our other colleagues. And I like to refer to the Council of Europe publication a few years ago on family voting, which describes how head of households determine how the other members of households vote. And this happened in 17 European countries. So if you have separate lines, at least you cannot have the influence of the heads of households on the voting. And I wonder
whether people from those countries find this a reasonable suggestion. Thank you. La dernière intervenante dans ce débat, Madame R. Lydie, du Conseil de l'Europe. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste commenter brièvement les peu de résultats que nous venons d'écouter. Pour souligner qu'il est clair que les quotas seuls n'arrangeront jamais les résultats globaux pour une parité. Donc, comme la parité dans une constitution ne change pas la réalité, les quotas seuls ne changeront pas les faits. Je vous parle en tant que rapporteur d'un rapport sur l'incidence des lois électorales sur la représentation des femmes en politique. Ce rapport a été fait sur rapport d'expertise sur avis de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe et les conclusions qui en résultent sont les suivantes. Il faut d'abord une constitution, et c'est le moment en Tunisie, qui prévoit non seulement le principe de l'égalité, mais également, constitutionnellement parlant, la possibilité d'actions positives, et les quotas sont de telles actions positives. À défaut de cette précision, les quotas pourraient être contestés pour être contraires formellement au principe de l'égalité. Donc la première démarche de la Constitution devrait être celle-ci. Deuxième élément, les lois électorales doivent être favorables non pas seulement aux femmes, mais à toutes les candidatures nouvelles. Et ça veut dire une loi sur un système représentatif, comme il y en avait, représentatif dans les circonscriptions les plus grandes possibles, parce qu'elles offrent le plus de place à des candidatures nouvelles. Ensuite, et c'est un élément essentiel, les quotas ne sont efficaces que s'il y a des règles strictes dans l'application, à savoir sur le placement des femmes, c'est-à-dire s'il y a des têtes de liste, il faudrait qu'il y ait des têtes de liste doubles. Il faudra un système alternatif qu'on appelle alternatif, c'est-à-dire un homme, une femme, une femme, un homme, pour que les femmes soient en règle. Et surtout, et ça je vous le recommande en tout premier ordre, il faut des sanctions prévues et efficaces en cas de non-respect de la parité. Et les sanctions financières en France ont prouvé n'avoir pas eu d'efficacité. Donc la seule sanction efficace sera celle de l'irrecevabilité des listes qui ne correspondent pas aux règles. Trois éléments qui n'ont rien à voir avec la loi, parce qu'aucune loi ne change la réalité. Il y a la volonté politique de changer qui seule peut transformer la société. Il faut évidemment prévoir une éducation à l'égalité à tous les niveaux de la population. Il faut discuter en rapport avec les quotas du non-cumul des mandats, c'est essentiel, parce que les têtes connues seront toujours élues indépendamment qu'il y ait ou non la parité sur les listes, et il faut une lutte efficace contre l'abstentionnisme. Le moteur de tout changement étant la volonté politique, il faut cibler les partis politiques en tout premier ordre, parce que c'est eux seuls dont la volonté peut faire changer non seulement les textes, mais la réalité. Merci. Merci beaucoup. Je crois que malheureusement le temps est fini et qui nous a été imparti, et même largement dépassé. Donc je voudrais vous dire simplement remercier tous ceux qui ont pris la parole et tous ceux qui ont écouté stoïquement nos exposés et les interventions dans le débat. Je crois qu'avec cette masse d'informations, malgré la difficulté de l'exercice, puisque nous n'avions pas de résultats précis sur lesquels baser nos analyses, je crois qu'à présent, tout le monde est bien outillé pour faire une lecture avertie et juste des résultats avérés quand on les connaîtra cet après-midi. Et encore une fois, je voudrais reprendre ce qu'a dit Madame Brasseur pour dire que ces élections ne sont pas la fin d'un processus, c'est le début de la construction
de la démocratie. Parce que, en fait, la transition démocratique, comme vous le savez, ça va de la conquête de la liberté à la construction de la démocratie, qui est une étape autrement plus compliquée et complexe, dans laquelle il faut éviter les excès et surtout, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, impliquer l'ensemble des composantes du corps social dans cette construction. Permettez-moi de finir en remerciant Deborah Bergamini et Denis Hubert, nos amis du Conseil de l'Europe, les vrais moteurs de cette rencontre, de souligner et de remercier pour leur présence Monsieur l'ambassadeur de Tunisie et Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, qui sont venus pour être avec nous, pour écouter et sans doute prolonger cet échange plus tard. Je voudrais enfin saluer la présence de notre ami Souad Sbaï, qui est une députée italienne d'origine marocaine et qui, pour nous, constitue le symbole d'une intégration réussie, sujet dont nous parlerons, j'espère, à une autre occasion qui nous sera offerte encore une fois par l'incomparable don d'offrir de nos amis du Conseil de l'Europe et du Centre Nord-Sud. Je vous remercie.